Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Né en 1956 à Goutumane au Mali, il vit et travaille à Bamako. Professeur de philosophie à l'Institut national des arts, INA de Bamako au Mali, critique d'art, galeriste et écrivain. Il fut le directeur artistique adjoint des 4e rencontres de la photographie africaine de Bamako en 2001. Le Malien Chap Touré a fait des études de philosophie, d'esthétique et de gestion d'entreprises culturelles et d'action artistique. Bonsoir Chap et merci de nous accorder de ton temps. Bonsoir Yvon. Nous souhaitons vraiment partir de très loin et de très loin c'est de ton enfance. D'où viens-tu Chap? D'où as-tu grandi? De 2 ans à 9, on m'a raconté, mais ce dont je me souviens de façon presque visuelle et physique, c'est mes 10 ans. Il faut que je te dise quelque chose, bon, parce que là où je suis aujourd'hui en face de toi, je suis un homme heureux, très heureux. J'ai réussi à être ce que je voulais, un penseur indépendant. Comment suis-je devenu un penseur indépendant? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que je crois qu'en fait, le bonheur vient toujours d'un drame. Mais comment le bonheur vient du drame? Il vient du drame lorsqu'on a pu dédramatiser le drame. Donc du coup, le drame me ramène à mes 10 ans, 9-10 ans. J'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi dans un système, c'est-à-dire dans un principe qui obéissait à des règles dans lesquelles on ne me demandait pas mon avis, ni l'avis. Personne n'avait son avis. Tout le monde fonctionnait comme si il y avait quelque chose au-dessus des uns et des autres qui faisait que pas besoin de leur avis. J'ai été en fait ballotté, je pense, de mes 3 ans jusqu'à mes 10 ans, dans une vie qui était assez dramatique, dont le drame se jouait entre ma mère, mon père et leurs familles respectives. Mais bon, on ne va pas traîner sur les drames. Le drame, c'est qu'à un moment, au milieu de tout ça, je me retrouve moi face à moi-même. C'est-à-dire, je pense que je n'ai pas été un enfant précoce, c'est-à-dire je n'ai pas découvert qui j'étais avant 10 ans. Il y avait une petite église dans la ville où j'ai grandi. Moi, je suis plutôt d'une formation religieuse musulmane, c'est-à-dire, je pense jusqu'à mes 10 ans, j'allais régulièrement à l'école coranique le matin, je récitais mon ardoise, je revenais à la maison, je prenais mon cartable et je repartais à l'école. Mais à 10 ans, je découvre dans l'église de la ville où j'ai grandi, qu'il y avait une bibliothèque. Et donc, je m'intéresse à cette église à cause de la bibliothèque. Et je commence à lire des livres. Et je commence à emprunter. Il y avait pas, dans l'école où j'étais, il n'y avait pas de bibliothèque. C'était des livres religieux ou bien ouverts à tout? Il y avait tout. Il y avait tout. D'ailleurs, le premier livre le seul d'ailleurs dont je me rappelle, qui fait le lien entre moi et cette église, c'est un livre qui s'appelle Les Fous de Dieu. D'accord. Et en fait, je crois que c'était un livre qui ne devrait pas être là. Je ne sais pas pourquoi il était là. Je crois que le principe de la sélection des livres a fait que ce livre s'est retrouvé là alors qu'il ne devait pas se retrouver là. Mais en tout cas, le souvenir le plus fort que j'ai, c'est ce livre-là. D'ailleurs, ce livre a marqué l'histoire de ma vie plus tard. Mais cette bibliothèque commence, c'est pas le premier livre que j'ai lu dans cette bibliothèque. Je crois que les premières choses que j'ai lues dans cette bibliothèque, c'était des bandes dessinées. D'accord. Donc en fait, c'était pas forcément des gens qui proposaient de la lecture religieuse. Ils proposaient du livre. Et c'est ça qui était génial, c'est le fait que cette bibliothèque était un lieu où il y avait des livres.
Donc je commence à lire dans cette bibliothèque et je découvre en fait une chose extraordinaire à 10 ans, parce que le drame réel qui traversait ma vie, je pouvais trouver une sorte d'échappatoire, ce drame, et qui se trouvait, l'échappatoire était comme une sorte de tunnel qui me faisait partir de ma maison, de mon école, de la rue où je traînais avec mes copains, vers un endroit secret qui m'appartenait à moi seul, qui était cette bibliothèque de l'église. Je faisais très attention à pas. Tu étais jaloux de cet espace, tu voulais le garder pour toi seul. Voilà. Et est-ce que c'était de peur que, en fait, en le dévoilant, que ce drame aussi que tu vivais soit découvert? Mon drame était... en réalité, je découvrais mon drame au fur et à mesure que j'utilisais ce moyen-là pour en sortir. Donc du coup, c'est plus par pudeur, je crois, que par peur de quoi que ce soit. J'étais dans une sorte de... En fait, tu vois, j'avais l'impression, maintenant que je t'en parle, je me dis, j'avais l'impression, je pensais que mieux je maîtrisais tous les éléments de mon secret, plus je garantissais la sortie du drame. Donc du coup, le partager, ça supposait que j'avais confiance et j'avais perdu toute confiance. Les drames font toujours ça, parce que quand on vit dans une situation, selon le niveau de gravité du drame, oui. On a peur. On a peur des autres, on a peur des gens. Et donc, la dédramatisation, c'est justement de casser cette peur. D'accord. Mais pas de l'accepter. Non, surtout pas. Ne pas d'accepter la peur, mais plutôt de décider de ne plus avoir peur. Et donc, puisque je décidais de ne plus avoir peur, je me suis dit, je suis seul face aux autres, c'est-à-dire la famille, ce que je subissais dans cette famille, et en même temps, la recherche de la solution. Comment je vais m'en sortir? L'école qui était en fait un lieu où on se retrouve. Moi, jusqu'à mes 10 ans, c'était fou. Je ne comprenais pas à quoi ça servait l'école. Et tout d'un coup, de mon tunnel jusqu'à la bibliothèque, et ma rencontre avec les livres et la lecture m'ont permis de revenir à l'école et de comprendre qu'en fait, si je veux, le tunnel là, il continue par l'école et qu'il faut que je sorte par l'école. Donc tout d'un coup, les choses se mettent en place et je vois la lumière. Je vois une sorte de lucarne et je me dis, tiens, et c'est là qu'il faut que j'aille. J'ai un prof d'anglais qui arrive un jour à l'école avec un gramophone, un électrophone et des 33 tours de John Lee Hooker. Au lieu de nous faire des cours d'anglais comme j'en ai eu l'année d'avant, ce monsieur il commence par nous faire écouter de John Lee Hooker. Je dis tiens, l'anglais j'ai envie de le comprendre, rien que pour comprendre ce que dit ce mec. C'est cette voix, et cette musique qui m'ont donné envie d'apprendre l'anglais. Et je trouvais que ce mec, ce prof d'anglais, il était devenu quelqu'un pour moi de très important parce que je me suis dit, il a compris comment moi me faire aimer l'anglais. Donc je me suis mis à fond. J'avais 2 choses. En 5e, j'avais 2 choses importantes tous les jours dans ma vie. La lecture et l'anglais. Et l'écoute de la musique en anglais. Donc du coup, mon univers, je crois que le premier univers de mon bonheur que je vais cultiver à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Je fais mon chemin, je lis plein de choses, je lis des bandes dessinées, je lis des romans photos, des choses qui n'existent plus. Ouais. Les romans photos à l'époque, c'était presque indécent de les lire. À l'école, on nous interdisait de lire des romans photos. Et moi, j'avais une collection de romans photos que je cachais sous la paillasse sur laquelle je dormais, que j'allais lire
en secret, hors du village, jusqu'à ce que je les lise en secret avec d'autres amis, ainsi de suite. Et je continue à la bibliothèque à lire des livres que je ne comprenais pas totalement. Et je passe mon BEPC avec une sorte de facilité, parce que je comprenais tout. C'est-à-dire, je me rappelle, en troisième, j'avais un prof. À l'époque, dans la ville où j'ai grandi à Tiré, au nord du Mali, il y avait des profs. On n'avait pas que des profs maliens. D'accord. C'est assez étonnant, mais j'ai fait le second cycle, c'est-à-dire le collège. Je l'ai fait dans cet endroit avec des profs maliens, mais aussi des profs russes, des profs français. Et j'avais un prof français qui s'appelait Le Bouter, et je me rappelle, il était prof de physique chimie, quelque chose comme ça. Et puis un jour, j'arrive à l'école le matin, et puis, sachant qu'il était français, je lui dis, je sais plus, je lui raconte une histoire que j'ai lue dans le journal la veille, qui concernait la France. Et puis, mais les gars, il me dit, mais comment tu sais ça, toi? Je lui dis, je l'ai lu dans le journal. Il me dit, tu lis le journal? Je lui dis, oui, j'ai lu le journal. Et en fait, ce journal, je l'ai même trouvé sur le tas d'ordures dans la poubelle de sa maison. Ok. Parce que, en fait, avec une bande de copains, on faisait le tour des endroits où on pouvait glaner des trucs à lire. D'accord. Donc les journaux, les BD, les livres, on savait où trouver les livres à la bibliothèque, mais tout ce qui est romans, photos, journaux, on allait les chercher dans les poubelles des fois. Et donc, je passe mon BEPC et je rentre dans un lycée où on m'oriente dans un lycée à Tombouctou parce que il y avait une politique nationale à l'époque qui voulait que l'enseignement soit centré sur des zones. Donc, comme c'est du nord, il fallait commencer à Tombouctou avant de revenir ici. Je dois faire 3 ans au lycée. Avant la terminale, on faisait d'abord un premier bac, tu étais admis au premier bac, et tu sais seulement quand tu es admis au premier bac, tu fais le deuxième. Donc je passe le premier d'un coup, le deuxième je le tente, et la veille de mon bac, j'ai un ami avec lequel je lisais beaucoup, des choses qui m'apportaient de la lecture, parce que lui il était déjà fonctionnaire, on l'appelait le tigre. Tommy, il était déjà fonctionnaire, il était fonctionnaire à la SECNA. La veille du bac, il vient, il me trouve au lycée, qui me dit, écoute, surtout ce soir, c'est pas le soir pour que tu apprennes des leçons ou que tu regardes tes cahiers, viens, on va aller boire un coup. Il m'amène boire un coup. J'étais en terminale, philo-langue. Je ne sais pas à quelle heure je suis rentré. Le lendemain matin, l'épreuve de philosophie, c'était coefficient 6 ou 7, je pense que c'était 6. J'arrive en salle d'examen, j'avais une casserole à la place de la tête. J'imagine bien. Je me rappelle très bien du sujet qu'on nous avait donné. C'était une pensée de Karl Marx qui disait « La pourriture est le laboratoire de la vie ». Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Ouais. Je savais comment je devais traiter ce sujet. Il n'y avait qu'une chose, parce que je n'avais pas l'esprit suffisamment en ordre pour le faire. Et donc, au bout d'une heure que je n'arrivais pas à traiter mon sujet, je vais faire un signe au souverain. Je dis, est-ce que je peux aller à l'imprimer prendre une aspirine? La pause d'art. Je sors avec lui et au milieu de la cour, on croise le directeur du centre qui était le proviseur de mon lycée qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? Le gars il lui explique que le jeune homme il prend une aspirine. L'autre lui dit mais lui il va te faire marcher là, lui c'est non il faut pas le dire, lui il faut retourner avec lui en classe. Et là je me dis à moi-même Fab, c'est bon, lâche. Il y a quelque chose, quoi. Lâche. Je me suis effondré sur la table, j'ai dormi. Je savais que mon bac était foutu. Mais
comme j'avais décidé que, de toute façon, je l'acceptais, c'était plus un problème. Ouais. En ratant le bac, je perds aussi mes droits de bourse et tout. Et donc, je me retrouve à ne plus pouvoir rester dans le lycée à l'internat. Et bon, j'ai dit, je vais à Bamako, je vais essayer de faire un lycée privé. Donc, je quitte Tombouctou. J'avais un homme qui connaissait des gens ici, que je ne connaissais pas moi, mais qui me connaissaient, qui m'ont hébergé. Les conditions n'étaient pas celles que je souhaitais, mais je me suis dit, la meilleure solution pour sortir de ce que tu n'aimes pas, c'est de t'en sortir toi-même. Donc j'arrive, je commence l'année et je me dis, purée, cette année, il ne faut surtout pas que j'aille boire des coups la veille du bac parce qu'il faut que je passe le bac. Ouais. Bon. Donc, dès le début de l'année, première semaine chez mes nouveaux logeurs, c'était chez ma tante qui était mariée ici et tout, et qui avait ses enfants, sa famille, et d'autres réalités dramatiques que je découvrais, mais qui n'étaient pas insurmontables. Je me suis dit, bon, ok, je vais y aller, je vais passer le bac. Donc je passe mon bac. Et je commence une licence. À l'époque où je passais le bac, on faisait ce qu'on appelait des concours d'entrée dans les grandes écoles ici. D'accord. C'est-à-dire que tu passes le bac, mais tu n'es pas orienté si tu ne passes pas un concours. Et moi, j'ai fait, je ne sais même pas pourquoi, maintenant je t'en parle, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait 2 concours. J'ai fait le concours d'entrée à l'école normale supérieure, qui était l'école que je voulais, parce que je voulais être un enseignant. J'ai fait le concours d'anglais et le concours de philosophie. Je passe aux 2 concours et je commence ma licence en anglais. Au bout d'un mois, je deviens ami avec un garçon qui avait une sorte qui était très intéressant. Je le croisais, on se croisait à l'internat comme ça, on parlait. Au bout d'un mois, on est devenus copains. Et lui, il était en 2e année philo. Et ce garçon, on aimait lire tous les deux, on était tout le temps à la bibliothèque ensemble, on se filait des bouquins. Et puis un jour, il dit, je finissais mon premier mois en anglais. Il me dit, Charles, purée, on a un prof d'histoire de la philo là. Il faut que tu viennes suivre un de ses cours. Il me dit, tu sais, tu vas aimer. Il dit, c'est en anglais. Je lui dis, ouais, bah, écoute, un jour, tu me dis, je viens voir. Et donc, on en parle comme ça. Et puis un matin, je le croise dans les couloirs, je lui dis, moi, j'ai pas couru. Il me dit, moi, j'ai cours d'histoire de la philo. Tu veux pas venir avec moi? Je dis, ok, allez, on y va. Je vais suivre le cours de ce prof d'histoire de la philo. Il s'appelait ce mec François Varin. À la fin du cours, je sors avec mon copain d'affaires là et je lui dis, écoute, tu sais, moi je vais changer là. Je vais changer de section, je vais venir en philo. Il me dit, non, attends, c'est pas simple hein. Je lui dis, si, ça va, je vais passer. Donc, je vais voir le directeur des études, puis il me dit, mais tu crois que c'est simple? Je dis, non, c'est très simple pour moi, parce que moi j'ai passé le concours d'anglais et le concours des philo. Ouais. Ah, il me dit, si tu as passé le concours de philo, il n'y a pas de problème. Je dis, bon. Et il m'a dit, tu peux aller en première année de philo. On était à 1 mois de la rentrée. Donc je passe en philo et je fais une licence et une maîtrise en philo. Okay. Au bout de 4 ans, je sors de l'école normale de Bamako avec une maîtrise en philosophie. Je me rappelle la petite anecdote, c'est qu'au moment de ma sortie, dans les papiers de l'école, Oui. on découvre en fait que il y a le secrétaire général qui était là au moment de mon passage d'anglais en philo n'était plus là depuis longtemps. Donc il y a une personne qui s'occupe de tous ces éléments-là qui dit, mais attendez, il y a un petit souci avec M. Touré là, parce que vous êtes rentré en anglais et vous sortez en philo. Il y a quelqu'un qui dit comme ça à la direction, il dit, mais la solution est simple, c'est de vérifier avec les profs de la section philo que M. Touré a bien fait ces 4 années de philosophie. Vous avez tous mes profs qui ont dit non, mais s'il y en a un qui mérite bien de sortir de philo, c'est bien lui. Je sors de philo. Je sors de philo
Normalement, à l'époque, quand on sort comme moi de cette école, on devenait prof de philosophie au lycée. D'accord. Bon, j'enseigne une année au lycée de jeunes filles de Bamako, avec beaucoup d'autres étapes dramatiques, parce que j'avais 25 ans en fait quand je commençais à enseigner dans un lycée de jeunes filles. J'avais 25 ans, je portais des jeans et des t-shirts. J'avais presque le même âge que les filles que j'enseignais. Et donc, nécessairement, il y a eu des histoires compliquées. Au bout d'une année, parsemée de pas mal de catastrophes frôlées, de catastrophes contournées, je décide que ce n'est pas là qu'il faut que je continue à enseigner parce que ça va être compliqué. Donc je commence à vouloir être remis dans le circuit ailleurs. Et je force un peu les choses et le directeur national de l'enseignement secondaire à l'époque, je réussis à le rencontrer en lui disant je n'ai pas envie d'aller rester au lycée de filles, ni d'aller à Caille comme on me l'a proposé, je veux rester à Bamako parce que j'avais envie de faire une thèse en philo et je me disais si je restais à Bamako j'avais plus de chances d'avoir une bourse pour faire ma thèse ailleurs. Donc je voulais rester ici une vie. Est-ce que ça te dit d'aller enseigner à l'INA? Je dis mais non, l'INA, est-ce qu'on fait de la philosophie là-bas? Il me dit si. Et il appelle quelqu'un, il dit mais est-ce qu'on a trouvé un prof pour l'INA? À suivre donc la pause d'art. Bon, j'en ai un sous la main, vous allez à l'INA. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.